bonjour à tous, bonjour les amis. Moi, je ne suis pas sûr aujourd'hui qu'on retrouve demain les mêmes éléments que la vie d'avant. Les situations évoluent relativement vite et la première, c'est que pour le moment, nous sommes encore astreints à suivre les réglementations qui nous sont transmises. Donc, la directive principale du 19 mai, c'est que le système Park and Play reste obligatoire. Il est obligatoire pour empêcher tous les regroupements, c'est-à-dire qu'on doit accéder au terrain de golf uniquement si on a une réservation. De ce fait, les gouttières ne peuvent pas être mises en place. Ça, c'est la règle générale. En tout cas, la situation, elle est très tendue. Nous n'avons jamais vu autant de monde sur le parcours. Pendant longtemps, on avait une espèce de saison basse et une saison haute. C'est fini, ça. On est malheureusement aujourd'hui en saison haute pratiquement tout le temps. Mais la tension, elle existe pour tous les clubs et pas uniquement les clubs de la région Aquitaine. Elle existe aussi pour la région parisienne. Beaucoup de gens aujourd'hui vont au golf pour se changer les idées, mais nous n'avons jamais eu autant de pression. On est à 220, 230 personnes inscrites par jour. Et en plus, à l'heure actuelle, une forte pression arrive avec les demandes de passes qui ont été faites par le comité départemental du tourisme et qui regroupe donc les golfs landais et qui a un gros succès. On est heureux, nous, d'avoir deux champions au niveau de notre club. Ce sont de véritables champions. Bien sûr, tout le monde connaît Charlotte et tout le monde connaît Mathis. On a décidé de les aider pour pouvoir accomplir le projet de leur vie et les accompagner. On les accompagne déjà depuis longtemps. La ville aussi, généreusement, a accepté de nous accompagner dans cette aide et c'était excessivement sympathique parce que ces deux joueurs vont porter les couleurs d'Osgore de l'autre côté de l'Atlantique et c'est un petit peu, je dirais, quelque chose d'exceptionnel. Également, on va créer une cagnotte qui va être mise en place pour les soutenir et pour les aider. Il y aura également des petites compétitions amicales le mercredi qui n'ont qu'un seul et grand objectif. D'abord, c'est de nous réunir, ça c'est important, mais aussi avec un produit, le produit de ces petites compétitions qui va aller directement à nos champions pour les aider dans leur périple américain. Bonjour Laurent, est-ce que tu peux nous présenter nos deux champions du club, s'il te plaît, pur produit de notre école de golf? Oui, on a beaucoup de chance à Hossegor, parce qu'on a depuis assez longtemps maintenant Charlotte Charrer, qui est donc la meilleure joueuse du club, et Mathis Lefebvre, qui est le meilleur index du club. Et beaucoup de chance parce que voilà, nous avons pu accompagner ces joueurs dans leurs projets, dont ils vont un peu vous détailler les tenants, les aboutissants, mais qui est un projet golfique, un projet de vie et un beau projet avant tout. Donc Charlotte, voilà, qui va bientôt nous partir, donc si tu peux nous expliquer un peu ce que tu vas faire. Oui, donc bonjour à tous. J'ai un gros projet en effet, un projet de vie, projet rêvé dans une carrière de sportif. Donc je pars faire les cartes du LPGA, les cartes américaines, qui auront lieu au mois d'août, du 19 au 22 août. Et donc là, je suis vraiment en grosse préparation pour cela. Et merci au golf qui me soutient et qui m'a toujours soutenu. Et Mathis qui a aussi un projet aux États-Unis, donc décidément une terre d'accueil pour les golfeurs. Mais Mathis, lui, c'est un peu différent. Il intègre une fac aux US. Qui est quelle faculté déjà? Au Nouveau-Mexique, New Mexico Junior College, où j'ai signé en 2019 et où je vais y passer les 2 prochaines années de ma vie à étudier et à intégrer l'équipe du coup de la fac. Et je vais essayer de faire de mon mieux et pour pouvoir intégrer une plus grosse fac les 2 prochaines années et finir mes études et pourquoi pas éventuellement tenter les cartes là-bas du tour américain. Voilà, écoutez, merci. J'ajouterai à ça que si vous êtes fiers d'être du golf d'Hossegor, nous sommes très fiers de vous aussi. Et merci pour votre fidélité.
Je vous ai parlé des tensions sur les réciprocités, mais finalement, cette tension, elle n'est pas générale et nous avons la chance d'avoir des clubs qui sont lointains, mais avec lesquels ces réciprocités continuent et existent. La dernière en date, c'est celle de Devon Valley en Afrique du Sud. C'est un endroit qui est magnifique à côté de Stellenbosch, pas loin du Cap. Et là, nous avons la possibilité, nous avons signé un accord de réciprocité et vous pourrez jouer gratuitement, cette fois-ci, sur ce terrain qui est un terrain absolument magnifique. Jean-Jacques, bonjour et bienvenue sur le golf d'Osgore. On sait que vous arrivez d'un peu loin, je crois du sud, de l'autre des terres septentrionales. Est-ce que vous pouvez en 2 mots nous présenter votre parcours? Ben oui, bien sûr. On est tout près de Cape Town, le Cap, à Stellenbosch. Et il y a 3 parcours à Stellenbosch. Le nôtre s'appelle Devon Vale Golf and Wine Estate. Et puis c'est un parcours de 18 trous, un très beau parcours. On fait souvent des championnats, des événements. Et puis ça fait 25 ans qu'on appartient, que c'est à nous le golf. Et puis ça marche très bien. Et puis on est très accueillant. On a un hôtel, restaurant, on a des vignobles. Et puis j'espère que votre membre se sentira très bienvenu quand ils viennent visiter chez nous. Alors nous avons, avec le président, conclu il y a 1 an maintenant un accord de réciprocité avec vous. Donc je pense que nos membres seront ravis de venir découvrir votre région qui est absolument sublime, où les vins sont merveilleux et les parcours de golf à la hauteur de tout cet ensemble. Merci beaucoup et puis à très bientôt. À bientôt, c'est un grand plaisir, merci. Nous avons aussi des réciprocités exceptionnelles qui sont quasiment gratuites au niveau de l'Espagne. Et là, j'espère que rapidement, on va pouvoir se rendre en Espagne avec un passeport ou un pass sanitaire ou pas, et qui nous permettre de profiter des opportunités que nous offrent ces terrains qui sont magnifiques. Vous savez qu'on a signé récemment encore sur Puerta de Hierro à Madrid, et on espère enfin pouvoir profiter de ce terrain magnifique. Donc espérons et vive maintenant la possibilité d'aller en Espagne. Bonjour Xavier. Bonjour Christian. Alors aujourd'hui tu vas nous expliquer un petit peu, j'aimerais bien savoir le petit sablage léger que tu mets régulièrement sur les greens, que tu m'expliques ça et puis que tu me parles un petit peu de l'état du parcours en général. Oui, ben là on rentre bien concrètement dans la saison, là. On arrive au mois de juin. Là ça fait 2 ou 3 mois qu'on a des greens assez roulants, vous l'avez remarqué. Alors les bons joueurs sont contents, d'autres un peu moins. C'est pas facile d'arrêter la balle. Mais bon, golfiquement c'est quand même mieux. Donc on va essayer là, même si ça va être compliqué, de garder un peu cette inertie d'entretien. Mais là bon, on va avoir quelques aléas supplémentaires, c'est-à-dire une fréquentation à mon avis très importante. On va aussi avoir des températures certainement estivales qui vont commencer à affaiblir la plante. Et peut-être un peu de sécheresse. Donc pour l'entretien des greens, principalement, on va garder un peu la même inertie d'entretien, c'est-à-dire des tontes pratiquement tous les jours, des roulages 3 fois par semaine et un brossage avant tonte de temps en temps. Ça permet de relever le brin avant de le tondre pour une meilleure qualité. Alors ce sablage, tu fais ça à quelle fréquence? Les sablages, on fait ça toutes les semaines, voire tous les 15 jours, en fonction de la rapidité des greens. En fait, on étalonne pratiquement tous les jours, on essaye de prendre la vitesse des greens et on s'adapte en fonction. C'est-à-dire que le sablage va aider à accélérer les greens, à régulariser les imperfections du sol, à les raffermir. Qu'est-ce que c'est déjà comme herbe qu'il y a sur les greens? Il y a de la grosse tisse et du pâturin annuel principalement. C'est un petit peu en fleurs en ce moment, non? C'est le pâturin annuel qui est en fleurs. On est obligé de brosser justement ce pâturin pour essayer de brosser notamment la fleur pour pouvoir la couper. Et bon, nous on valorise plus bien sûr la grosse tisse. C'est pour ça qu'on a fait un micro loucher il y a quelques jours. Hein.
avec justement un sursemis d'ingrostis. C'est la semence noble qu'on arrive à intégrer sur ces greens pour avoir une meilleure qualité de green en général et de meilleure résistance aux maladies, etc., quoi, à la sécheresse. Et sur le fairway qui est magnifique en ce moment, parce que l'herbe porte bien, c'est vraiment... Ouais, les fairways justement, là on va commencer à changer un petit peu l'objectif, c'est-à-dire on va commencer à favoriser le chien-dent, c'est-à-dire on risque de baisser un petit peu encore la hauteur de tonte, même si certains la trouvent déjà assez basse. On va baisser un tout petit peu, pas trop, mais pour justement mettre en lumière le chien-dent, et c'est lui qu'on va essayer de dynamiser. Ce que tu appelles le chien-dent, c'est le Bermuda grass. Exactement, oui. Vulgairement, on l'appelle le chien-dent, mais c'est notre chien-dent local et on essaye de le valoriser, puisque nous, il nous va au niveau jeu, il a une portance de balle qui est correcte et surtout, il résiste aux maladies, à la sécheresse. Et donc, autant en profiter et s'adapter à notre milieu plutôt que toujours essayer d'intégrer des autres variétés qui ne s'adaptent pas forcément. D'accord, donc là, il y a moins d'arrosage avec cette herbe? Il y a moins d'arrosage, voilà. Et au niveau des engrais ou tout ça, c'est moins exigeant? C'est exigeant quand même, ça aime bien l'azote, donc justement on va fertiliser en fonction. Ouais. Donc pour obtenir de si bons greens, il y a plusieurs facteurs, notamment celui de l'humidité. Il y a beaucoup de facteurs, oui, et notamment celui de l'humidité, donc grâce à cet appareil, tous les jours pratiquement on essaye de mesurer l'humidité du green, en l'occurrence, c'est là où on demande la qualité la plus fine. Donc en fait cet appareil nous donne l'humidité de la zone d'exploration racinaire et par rapport à ces résultats, on va prendre des décisions pour la quantité d'arrosage. Disons qu'on essaye d'être dans l'idéal autour de 25% d'humidité dans le sol et dès qu'on arrive à 21, il faut commencer à se poser des questions et d'arroser la zone en fait. Parce que le ressenti c'est une chose mais les données réelles c'est encore autre chose. Donc c'est une aide à la décision en fait. Donc il y a une semaine, on a fait une micro-aération. C'est donc des mini-louchers qui extirpent des petites carottes de terre. Et c'est en fait dans l'inertie de l'entretien annuel, on fait 2 opérations principales d'aération, c'est-à-dire à l'automne et au printemps. Et après, celle-ci vient compléter cet échange qu'on essaye d'avoir sans arrêt entre le sol et l'extérieur. Et c'est ça qui fera qu'on aura un sol en bonne santé, quoi. Et alors Xavier, la faune a repris un petit peu ses droits, on va leur montrer quelque chose à nos amis spectateurs. En fait, ils s'adaptent. L'autre fois, on avait un sanglier qui avait traversé le parcours. Là, cette fois-ci, on s'amuse entre les écureuils, les chevreuils. Un chevreuil au 5 qu'on voit régulièrement, il y en a même 2. Et il y a aussi une couleuvre qui a élu domicile dans un satellite au stade d'approche. Donc voilà, elle se réchauffe sur le transformateur du satellite. Donc c'est original. C'est pas dangereux? Non, on la laisse tranquille, mais c'est pas dangereux. Ok, écoute, merci beaucoup Xavier. Et puis avec plaisir. Prochain numéro maintenant. Ok. Quand je serai fatigué de chercher ma main parmi les fougères, quand je serai fatigué de chercher à frapper ma terre, je rangerai mes frères et mes bois, je jetterai mon driver et tout ce que je crois, j'irai marcher sur la côte et sortir les bois. Quand j'aurai intégré que je serai bon jamais où que j'aille, quand je serai fatigué de porter mon sac et sa ferraille, je ne serai plus obsessionnel, je rangerai mon sac et tout son matériel, j'irai marcher sur la côte et sortir du bois. Pour simple du temps d'envoyer cette balle, personne fiche ma peau. Y'en a qui pensent c'est pas un sport, c'est un chemin. C'est pas facile, c'est ça qu'ils disent. Moi j'en fais plus je crois. Moi j'en fais plus je crois.
freine, fatigué d'apporter les fairways qui me crèvent. Je donnerai mon sac et mon chariot, oh yeah, j'oublierai les compètes et mon gros main de dos qui viennent jouer à la belote et me moquerai de moi. La belote et me moquerai de moi. Alors moi, quand j'ai commencé le golf il y a 45 ans, on dropait de cette façon, car en fait on n'avait pas le droit de voir où allait tomber la balle. 20 ans plus tard, les nouvelles règles ont décidé qu'on pouvait dropper à hauteur d'épaule. Intelligemment, il a regardé où tombait sa balle, mais très souvent, les joueurs regardaient à l'horizon sans savoir où allait tomber la balle. Alors nous sommes dans la situation d'une balle injouable, et le joueur, notre ami, mesure les deux cannes de son club le plus long du sac et matérialise par le deuxième tee la fin de la zone de dégagement. Ensuite, le joueur va dropper la balle. Alors pour ce faire, il va mettre la balle à hauteur du genou et pas plus bas. Et il ne va pas non plus plier le genou. C'est très bien. Le joueur a pu choisir l'endroit où il y avait de l'herbe et non pas un plus mauvais lie, par le fait qu'il s'est bien positionné en lâchant la balle de la hauteur d'un genou. Raphaël va faire un drop au ras de sa zone de dégagement pour essayer d'être le plus près possible et il drop à hauteur de genou. Mais la balle roule en avant de la zone de dégagement délimitée par la longueur du driver et les deux tees. Donc Raphaël doit redropper parce que la balle est ressortie. Donc Raphaël redrop à l'intérieur de la zone de dégagement, une deuxième fois, et la balle reroule en avant. Il prend la balle. Et Raphaël doit placer la balle à l'endroit où la balle est tombée la deuxième fois, à l'intérieur de la zone de dégagement. Récemment, nous avons vu McIlroy utiliser magnifiquement les possibilités de la règle, en ayant observé que la balle pouvait rouler dans la zone à pénalité d'eau, pour pouvoir placer la balle sur un meilleur line. Alors nous sommes dans la situation très courante à Hossegor, où la balle trop longue du 18 avec le vent d'ouest ou nord-ouest arrière amène la balle sur le putting green. Qu'est-ce que le putting green dans la règle? C'est ce qu'on appelle un mauvais green. Un mauvais green, ça peut être le green du 10 parce que ce n'est pas le green du trou joué, qui est le 18, mais très fréquemment la balle se retrouve sur le putting green, le mauvais green. Alors comment se dégage-t-on et où? Le point de dégagement ne peut pas être au ras du green. Il a dégagé son stance, c'est-à-dire ses pieds, avec le club qu'il aurait joué si la balle avait été hors du green, donc il avait son sandwich. À partir de là, avec Raphaël, ils vont déterminer la zone de dégagement et poser leurs 3 tees qui définissent la zone de dégagement, sans se rapprocher du trou bien sûr. La leçon a été parfaitement retenue. Et Titouan va dropper dans la zone de dégagement. Il choisit un endroit à hauteur de genou et la balle sort de la zone de dégagement dont la limite était ici. Titouan doit redropper à hauteur de genou et la balle ressort. L'arbitre a vu que la balle était tombée la deuxième fois ici et la position de la balle en jeu qui passe au vert et la balle doit demeurer au repos. La balle est en jeu. Bravo Titouan. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui nous allons parler des petites approches autour du green et notamment le fait de changer de club suivant les différentes positions de drapeau. Alors c'est vrai que nous, parmi nous golfeurs, il y en a certains qui jouent tout le temps, voire très souvent le même club pour chaque situation d'approche. Et c'était notamment le cas de Louise qui utilisait tout le temps son sandwich pour les différentes positions de drapeau. Et de ce fait, elle s'est beaucoup entraînée
à varier ses clubs, à changer. Donc pour le dosage, il fallait qu'elle s'y habitue. Et maintenant, après s'y être entraînée, elle a gagné un nombre considérable de points sur sa carte de score et c'est tout bénéfique. Alors maintenant, elle va nous montrer un petit peu en situation ce que ça donne. Alors elle va nous faire une approche à moins de 5 mètres du green sur 3 différentes positions de drapeau. Alors la première, c'est une position de drapeau assez courte à 5 mètres à partir de l'entrée du green. Et elle nous fait l'approche au sand wedge avec une balle qui nous tombe entrée de green et qui finit à hauteur du drapeau. Alors maintenant, nous allons passer au deuxième drapeau qui est environ à 10 mètres de l'entrée du green. Et là, Louise a changé de club et a pris son pitching wedge de façon à pouvoir faire tomber sa balle entrée du green et qu'elle puisse rouler jusqu'au trou là-bas. Très bien exécuté, Louise. Bien joué. Et maintenant, nous allons passer à la dernière position de drapeau qui est environ à 15 mètres de l'entrée du green. Et là, Louise a changé de club pour prendre un fer neuf. Et encore une fois, essayer de faire tomber sa balle entrée du green de façon à la laisser rouler jusqu'au drapeau au fond. Très très bien. En fait, tu fais quasiment toujours le même coup au niveau puissance, selon la distance où se trouve le drapeau. Oui, exactement, sur ce genre de situation. Sur la force du coup, oui. Mais tu varies sur le club. Sur le club, exactement. Tu ne vas pas faire la même distance. Exactement, ce qui nous permet de garder la même technique et la même amplitude, qui reste une amplitude assez peu grande pour pouvoir justement bien la maîtriser et être régulier dans son approche. Voilà, ça lui permet de faire une petite amplitude et comme ça, ça diminue le risque de mauvais coups ou de mauvais contacts de balle. Voilà le but de l'entraînement et c'est ce qui lui a fait vraiment gagner des points depuis un an dans ses compétitions et c'est très bien.